Bienvenue à tous, aujourd'hui nouveau podcast des initiés. On se retrouve avec Jasmine sur le tournage. Bonjour Jasmine. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Oui. Et aujourd'hui tu vas nous parler de ton projet, de tes projets. Est-ce que tu peux te présenter rapidement dans un premier temps? Donc je m'appelle Jasmine, je suis de Cergy, Pontoise, Cergy-Pontoise. Je suis actuellement en train de finir mes études aux Beaux-Arts de Cergy, à l'ENSAPC. Je crois savoir que du coup tu travailles sur les perruques ouvrières, mais aussi sur les tatouages berbères. C'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que tu veux nous en parler? Par exemple, pour parler des tatouages berbères, qui est le premier sujet et projet que j'ai entamé quand je suis arrivée à l'école en première année, qui est un travail qui est né du deuil et dans lequel j'ai voulu chercher à retrouver les symboliques et à traduire, entre guillemets, les symboles des tatouages berbères, qui est donc une pratique qui est en Afrique du Nord et qui est vouée à disparaître d'une certaine manière, ou du moins qui disparaît déjà. À la base de la base, c'est né dans une volonté de préserver la chose. Puis au fur et à mesure, ma position a aussi changé. C'est de préserver le tatouage. Ouais, de préserver la pratique et d'en préserver la mémoire. Je fais forcément d'une certaine manière que d'en préserver la mémoire puisque j'en parle et que je les cherche et que je les classe et que je les range. Tu les organises. Que je les organise. Archives. Ouais, que je les archive. Ma vocation n'est pas de sauver quelque chose. Je viens pas en grande sauveuse de la mémoire. Tu observes, tu archives ce que tu trouves en fait, sans interférer, on va dire, avec... Sans interférer et sans les classer. C'est-à-dire que même mes archives, je veux pas interférer avec la disparition non plus. Tu les laisses vivre un peu en mode, tu les captures au moment où tu les rencontres ou tu les découvres peut-être. Oui. Sans les réutiliser ou comment tu n'interfères pas justement dans leur histoire, Ouais. si on peut dire ça comme ça. Donc il y a plusieurs symboles dont j'ai retrouvé la signification. D'accord. Et certains symboles dont je devine la signification. Parce que je suis pas historienne et je suis pas traductrice et je sais pas faire toutes ces choses-là. Mais après, vu que c'est des symboles qui peuvent aussi être composés comme une langue, en fait, je le vois comme une langue. D'accord. Et donc, c'est un peu m'efforcer à apprendre à lire quelque chose aussi. Les mots et les symboles dont je comprends le sens, j'en délivre pas forcément pour autant le sens à tout le monde. Je sais pas encore exactement, il m'arrive de le faire, mais je suis pas hyper encore claire sur cette position-là. La question, c'est à qui revient le rôle de faire ça. Si les personnes avant moi ne l'ont pas traduite, c'est que c'est pas à moi de le faire non plus d'une certaine façon. Tu le laisses en mode, les gens ils comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre aussi. Et s'il y a une symbolique aussi des fois personnelle ou... Oui. J'explique, je présente. Mais je donne pas toutes les clés d'hyper peur d'une certaine manière, je pense. Même culturellement, il y a toujours aussi la peur de délivrer les clés aux mauvaises personnes. C'est un peuple qui a connu la colonisation, qui a connu tout plein de choses. Et donc c'est pour ne pas non plus tout reprendre et tout redonner. Ouais. Ou du moins, après, la position peut changer là. Mais aujourd'hui, c'est celle-ci. Je peux présenter rapidement le travail de perruque ouvrière, qui est mon deuxième gros sujet de travail. Okay. La perruque ouvrière étant le principe de récupérer le temps et les moyens de production d'un lieu de travail. Donc c'est né dans les usines. Et donc souvent, c'était les ouvriers qui, par exemple, et ça se fait toujours, qui vont réparer des affaires ou fabriquer un objet avec des trucs qui traînent, par exemple. Je sais pas moi, ma chaussure est cassée et j'ai besoin de réparer la fermeture éclair. Je vais prendre 5 minutes sur mon temps de travail. Je travaille dans une usine et il y a de quoi faire pour réparer ma fermeture éclair. Je vais prendre 5 minutes de ce temps et je vais réparer ma fermeture. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, j'utilise le temps qui est vendu à l'employeur et les moyens de l'employeur. Donc d'une certaine manière, c'est du vol. C'est considéré comme tel. Pour l'entreprise. Pour l'entreprise. Parce qu'en soi, si c'est des chaussures utilisées au travail. Par exemple. Mais de la même façon que parfois ça n'a pas forcément de moyens utilitaires. Il y a une pratique qui se faisait beaucoup, c'était les ouvriers qui faisaient des objets ou des jeux pour leurs enfants. Il y a pas mal de traces. La perruque ouvrière, c'est intime. C'est pour soi. C'est une pratique qui est très intime et pour soi. Donc par exemple, avec des chutes de bois ou ce genre de choses, ils vont faire, je sais pas moi, un petit train.
Mais c'est bidouillé, c'est des petites choses, c'est quelque chose de... Puis c'est secret. Si c'est pas secret, c'est accordé d'une certaine manière par l'employeur, s'il le sait et qu'il a pas de souci avec, entre guillemets. Ouais, ou qu'il le voit en train de faire. Ou alors, il y a aussi la mesure où parfois, l'employeur pourrait profiter de cette période ouvrière-là. Je sais pas moi, quelqu'un qui va profiter des moyens pour pouvoir produire je dis n'importe quoi moi, du dessin. Et donc l'employeur qui est en mode, super tes dessins, on va les utiliser pour faire les affiches de com. Ça existe partout. Ouais, encore aujourd'hui, c'est le cas. Et du coup, sur ces deux thématiques, comment tu retranscris ça dans ton travail? Quelle forme ça prend? Moi, ma pratique principale, c'est celle de la performance. J'utilise aussi d'autres moyens, plastiques et matériels. Autant sur le point des tatouages que je travaille depuis plusieurs années, c'est l'icône du drapeau. Le drapeau en général? Le drapeau algérien et kabyle. D'accord. Mais en tout cas, le drapeau national, ou en tout cas le drapeau d'un groupe, d'une communauté, d'une nation. Et principalement ces deux-là, parce que c'est aussi les territoires dont je parle. En fait, sur la question de la reproduction de l'image et de l'appartenance à une nation, d'une certaine manière, et de ce que l'identité dévoile malgré elle. On est forcément implanté sur un territoire et on fait forcément partie d'une mémoire collective. Il y a un peu l'histoire de la petite histoire personnelle dans la grande histoire commune et collective. Mes drapeaux, je les fais à partir de robes ou de tissus que je récupère pour les symboles qui sont présentés dessus. En fait, il y a 4 langages imagés, que je dis imagés. Il y a celui des tatouages berbères, la broderie et le tissu, les bijoux et la poterie. Et chacun des 4 langages ont des symboles à eux, qui sont proches et qui se ressemblent, qui n'ont pas soit la même signification, soit la même manière de s'exprimer. Oui, parce que des fois, on ne peut pas exactement refaire la même chose, que ce soit en broderie, sur du tissu ou même en poterie. Du coup, c'est des différents symboles que tu utilises sur les différents matériaux, en fait, tout simplement. Ouais. Et moi, j'utilise du coup surtout celui du tissu et des tatouages. Parce qu'en fait, vu que la pratique du tatouage est vouée à disparaître, il y a depuis quelques années une tentative de préservation du symbole. Et donc le symbole du tatouage est déplacé dans celui du tissu. Donc parfois, il arrive qu'on les retrouve là où ils ne devraient pas être, entre guillemets. Quand tu dis que le symbole du tatouage il est destiné à disparaître, c'est par rapport au tatouage berbère actuellement, sur les personnes, le fait qu'ils ne se transmettent pas. Est arrivé avec la colonisation, en Algérie notamment, mais pas que, les religions monothéistes. Il y a l'interdiction de l'atteinte au corps, qui est importante. Et le tatouage est considéré comme une atteinte au corps et une modification corporelle. Et donc de ça vient l'interdiction de la pratique du tatouage. Et tout aussi important, il y a aussi l'arrivée de nouveaux diktats de beauté qui viennent pas du même endroit et qui se placent pas au même endroit. Quitte à se faire tatouer, on se tatoue pas les mêmes choses que sa mère ou que sa grand-mère. On veut changer, on veut quelque chose qui nous ressemble ou qu'on trouve beau. Et en fait, au fur et à mesure, c'est des choses qui se perdent. D'accord, ok. Ça existe toujours. Et il y a même encore des tatoueurs qui, eux, ont comme pratique de retatouer les symboles. Et souvent, c'est les personnes qui connaissent le mieux les significations. Mais du coup, tu as une pratique qui est liée autour de la céramique ou de la poterie ou les tissus? Non, pas du tout. Non, j'ai la pratique du tissu et la performance. Sur le sujet du tatouage berbère, j'ai beaucoup fait des textes performés ou alors des formes un peu contées, des performances racontées. Mais pour la perruque ouvrière, ce que je fais, c'est aussi ce qui est très compliqué à remontrer aux gens et à retranscrire, c'est que je fais des performances in situ en récupérant des gestes quotidiens du travail et pour en créer des chorégraphies qui sont répétées, mais de manière performée, et parce que c'est aussi une manière, ça ne laisse pas de traces, entre guillemets. C'est éphémère, sauf si c'est filmé. Oui. Il y a quand même ce lien-là qui est assez présent. Oui. Même souvent, mon travail, il existe par mon corps aussi. Je trouve ça important de pouvoir être présente et le porter. Et apporter aussi le mot et ce que je raconte. Dans ces deux sujets-là, mon corps est aussi représentatif de ce que je fais et c'est mon outil direct. Enfin, le corps est l'outil de tout le monde, d'une certaine manière. Oui. Par exemple, sur la question de la
perruque ouvrière, qui a quand même cette notion de ce que tu fais, de ce que tu possèdes et de ce que tu es. Sur la question des tatouages berbères, il y a aussi d'une certaine manière ce que je porte par moi-même en étant je suis. J'invoque déjà une image, un imaginaire, et c'est ce que je connais par ma chair. Mais voilà. Il y a un truc d'ailleurs qui m'a marqué dans ton mémoire, si je ne me trompe pas, où tu écris que justement, tu parlais du corps, que justement le tissu en fait devient comme une seconde peau pour pouvoir retransmettre et l'utiliser du coup comme un outil aussi ou traverser avec des symboliques. Le corps déjà, il y a une première lecture, mais avec le tissu, avec des symboliques ou même justement la retranscription de certains tatouages, de le mettre sur la peau, j'ai trouvé ça assez fort en termes de transmission, parce que le tissu, même s'il il peut se transmettre aussi, comparé à ce corps où tu parles de poussière, où il se désagrège et autres. Tes œuvres, elles sont vouées à être vraiment du coup éphémères comme la performance, si on la voit sur place, ou est-ce que justement tu peux décider de pas du tout la filmer pour qu'elle ait vraiment ce côté on veut pas la transmettre? Je sais pas encore avec exactement d'exactitude. Il y a aussi d'une certaine manière, et ça rejoint la question de la mémoire et ça rejoint aussi la question du travail, mais j'ai besoin de me souvenir quand même. Et parce que malgré tout, je suis aussi humaine comme tout le monde, mais il y a aussi cette question de mémoire et de souvenir. Et en fait, même si je fais, des fois, j'aime bien pouvoir avoir une trace. Même si c'est écrit, même si c'est juste des textes pour moi, des retranscriptions, des choses comme ça. Donc même si c'est éphémère, en vérité, ça ne l'est pas complètement. C'est éphémère pour qui ? Il y a la notion aussi du public. De toute façon, si je me place en termes de performeuse. Si je suis performeuse, il y a aussi la notion du travail, d'une certaine manière. Et là-dessus, c'est une contrainte auxquelles je ne sais pas encore comment jouer avec. Mais si je suis artiste et que je performe et que c'est ma force de travail et mon moyen de manger, il me faut trouver des manières de retranscrire à mon public ce que je fais. Et donc de là, ça crée une forme d'archive immédiate, même si c'est dans la tête des gens. C'est comme si là, par exemple, je te raconte une performance. Je te dis ma performance c'est celle-ci, elle existe comme ça. T'as aucune preuve matérielle. Que ça existe. Que ça existe. Mais moi je te la raconte, tu vas la prendre, et si tu vas la raconter à quelqu'un, qui va la raconter à quelqu'un, qui va la raconter à quelqu'un, la performance elle existe déjà. Même si elle n'existe pas, même si j'ai jamais fait ce que je t'ai dit. Il y a ce truc de en fait... La performance vit quand même à travers des choses du coup racontées ou contées sur une possible performance. Du coup, le tissage, c'est une thématique qui est vraiment importante dans ton travail, vu que tu tisses un peu les histoires, ton parcours aussi, mais aussi les mots et les tissus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Pour le moment, les tissages papier, les poèmes que je fais, j'utilise des livres de la littérature française, sauf exception. C'est aussi pour travailler l'objet du livre, qui est un objet que j'aime beaucoup et que j'aime bien travailler, que j'ai un peu envie de travailler davantage, souvent. D'accord. Il y a aussi cette question de recréer des pages et de recréer l'histoire. Et puis en plus de ça, ça me crée aussi un dispositif performatif de lecture. D'accord. Et de comment jouer sur les sonorités et la plasticité du texte et sur le langage. Et on en revient aussi à la question du symbole, que je considère comme une langue et un langage. Par exemple, la seule image que je travaille pour le moment, c'est la lettre. C'est la lettre et c'est l'alphabet. Mais je n'ai pas encore essayé avec d'autres images ou des textes qui sont liés directement à la perruque ou au tatouage ou au drapeau, qui est aussi un gros truc. Par rapport à ce tissage, je te propose qu'on passe à l'atelier et que tu nous montres justement comment tu fais pour tisser les mots, que tu nous proposes comment articuler ou comment le lire. Ça pourrait être sympa. Ok. Parfait. Okay. Pour l'atelier, on va justement faire un tissage de mots avec des livres de la littérature que tu as ramenés. Des livres que je récupère dans les boîtes à livres. Parce que ça permet d'une certaine manière de s'autoriser à découper un bouquin. L'objet livre a déjà vécu. Du coup, lequel souhaites-tu prendre pour l'atelier ? Tu peux prendre celui qui te chante. Moi, je pense que je vais prendre celui qui me chante. Les Contes du Chat Gardé. Balzac, les chouans.
jamais lu, mais du coup... Moi non plus. Moi non plus. Et là, on en prend une en mode... En gros, tu vas prendre des pages, Ok. tu essayes de la découper de la manière la plus... Et ben voilà. Parfait. Et j'espère que tu les gardais pas pour faire quelque chose... Non, tout va bien. Des fois, je prépare mes pages. Ah, c'est marrant ça. Bon, attends, je vais peut-être te les laisser du coup. Non, tu peux les prendre. Est-ce qu'il nous en faut à peu près combien pour, Peu importe la... Ça dépend de la taille que... Si tu veux prendre les pages qui sont déjà faites, tu peux aussi. Enfin, si tu préfères. Mais ça dépend de la taille que tu veux faire. D'accord. Enfin, de la taille. De la densité. Parce que la taille, elle est déjà définie par la largeur du bouquin. Ah oui, c'est pour ça que du coup, celles-ci, elles ont vraiment la taille de... Ouais. Ah oui, c'est la taille de la page qui détermine ton... Ok. Souvent. Parce que... D'accord. Enfin, sauf si je recoupe dedans, je peux difficilement les faire plus longues avant de les joindre. Moi, ce que je fais... En fait, de toute façon, il n'y a pas de règle à D'accord. l'exercice, en vérité. Moi, ce que je préfère, c'est découper ligne par ligne. D'accord. Mais des fois où je triche et où je prends plus de lignes, parce que ça permet aussi d'avoir des épaisseurs différentes. D'accord. Donc ouais, il suffit de séparer les lignes. D'accord. Faut en faire. Et donc là, on prend le médium qui nous convient. C'est ça. Si on arrive à tracer un trait Et après, à peu près droit. on n'est pas obligé d'en faire beaucoup. C'est des lamelles de texte. Faut accepter de lacérer le livre. J'ai l'impression de lacérer aussi un peu les mots en passant. Pas très grave. La lecture n'en sera que plus fun. Au moment de tisser, tu perds les mots. Oui. Pour sûr. Et du coup, est-ce qu'on peut relier? Parce que là, du coup, tu nous as amené plein de choses. Oui, j'avoue, j'ai un peu tout mis sur la table. Non, mais c'est bien. Ça nous fait de la matière. Au moins, du coup, on a de quoi montrer, expliquer. Moi, ce qui m'intrigue, c'est surtout ton livre sur les tatouages berbères. Est-ce que tu peux nous en parler Ouais, c'est mon livre préféré, qui est un recueil de motifs berbères. D'accord. Donc, il se retrouve dans différents médiums, et donc pas que celui du tatouage. Oui, comme expliqué. Donc là, c'est littéralement écrit décoration, dessin, peinture, broderie, céramique, tapisserie. Ouais. Et en fait, c'est un travail qui a été mené par Rachid Sadegh. Enfin, en fait, c'est un travail monstre. Il a tout recueilli. Il a tout recueilli. Il les a tous réinscrits. Tous ceux qu'il a rencontrés je sais pas si c'est tous ceux qu'il a pu rencontrer. Ou même mais vu en tout dans cas, je sais pas, dans des livres ou dans des endroits ou des... Je me rends même pas compte. Il y a une brève introduction au début du livre. Et du coup, ça, c'est une de tes références Moi, c'est... cruciales, si on peut dire ça comme ça. Oui. Oui, je l'aime à la prunelle de mes yeux, ce bouquin. Et en vrai, c'est une de mes références cruciales aussi parce que, en fait, il a juste une très courte introduction au livre. Et ça, c'est la seule explication écrite qu'on a au travail du recueil. Et en fait, d'un point de vue aussi de positionnement, moi, sur mon travail de recherche, il y a un peu du même pied. Et ça m'a permis aussi de mettre des mots sur ce que je ressentais potentiellement ou la manière de m'inscrire sur la question. Où en fait, il introduit rapidement où est-ce que ça se place et comment est-ce que ça se place. Mais il n'en donne pas les significations parce qu'il explique aussi que c'est pas son travail. D'accord. Oui, comme tu nous expliquais tout à l'heure. Ce qui est aussi le mien. Je sais pas faire ça. Même s'il n'y a pas besoin d'une formation pour pouvoir faire les choses, je pense, mais ce sont des choses qui s'apprennent pour pouvoir le faire correctement et avec le plus d'acuité possible. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je sais faire. Mon niveau maximum de la compréhension des tatouages se retrouve à retrouver des formes qui en composent d'autres et à me dire d'accord, si là je vois un losange dans telle forme, je sais qu'il va y avoir à peu près cette idée-là. D'accord. De la signification après. Oui, c'est pas non plus... le reste. Puis même en termes d'objet, il est très beau. Cette couverture rose, elle est vraiment... La couverture rose. Oui. J'avais vu la première édition, qui était un peu plus orangé, et le papier était moins épais. Il était tellement beau aussi. J'étais en mode, très bien. En général, ce que je fais, c'est que je prends que 3-4 lamelles à la base, au début. Enfin, tu peux en avoir plusieurs, mais c'est juste plus simple pour pouvoir faire un premier
Ok, ah oui, un premier squelette. d'accord. Et parce que voilà, ça va me permettre de. En fait, si j'en décale 2, j'en place 2, j'en place. Parce qu'il va falloir les passer dessus-dessous Oui, pour que ça puisse ensuite ce qui paraît logique. se tenir. Et il faut alterner le dessus du dessous. Et après, il faut les continuer. Plus c'est serré, plus ça va tenir, entre guillemets. De la même façon que Après, oui, il faut le dessus du dessous, c'est pour qu'il tienne. Tu peux jouer avec les espacements et en fonction de ce que tu veux faire apparaître ou disparaître. Ah. Tu vois, là, typiquement, tu pourrais en garder genre un dessus, deux dessous. Ah oui, ok. Le tissage, c'est la contrainte de se tenir. Finalement, ça rejoint un peu cette idée de relation. Oui. Le lien entre c'est des liens avec, du coup, puis même le lien avec le livre de personnes que tu connais. Donc, ça te prend du temps. Ça prend du temps. Je peux choisir de m'arrêter plus tôt, fin d'un texte, mais les plus denses peuvent me prendre bien 1 heure ou plus. Enfin, j'ai déjà fait aussi d'en faire plusieurs à la chaîne, entre guillemets. En général, dans ces moments-là, j'ai l'impression de perdre l'usage de mes mains. Enfin, pas de perdre, mais j'ai les mains qui fatiguent aussi. Et les yeux, vu que il faut je porte des lunettes. Après, l'objet, il bouge. Et du coup, il n'y a pas non plus une seule forme finie. Dès que je les manipule, il y a toujours il a bougé de lui-même. Oui. Donc, soit je le replace, soit je fais avec. Ouais, tu essayes de le replacer. De la même façon que, par exemple, j'ai des textes où toutes les phrases vont dans le même sens, d'autres se tournent. Si je veux lire cette phrase, donc je pourrais la placer dans le sens vers la gauche, ou bien se faire face dans l'autre sens de lecture. D'accord, ah oui. Ça joue des tours. Dans la lecture, par exemple, un U et un N oui, c'est assez qui se similaire. tournent. Si je décide de lire un texte dans un seul sens, comme ça, ah oui, tu vas pas... je peux soit décider de les tourner, soit pas. Et à ce moment-là, là, par exemple, j'ai une à l'envers. Le N, j'envoie un U. Ouais. Pareil pour les P, les D. On avait fait une lecture à plusieurs. On avait essayé de lire à plusieurs... Enfin, plusieurs personnes avaient tenté de lire différents textes. Et ce qui avait donné des choses très différentes à chaque fois. Enfin, c'était vraiment juste... Chacun le lit comme il le lirait. Ouais. Et j'ai lu en dernière pour pas influencer non plus. Après, l'objet, chacun peut se l'accaparer. Oui, voilà. Chacun peut... Bouger, changer. Et du coup, ça, c'est quelque chose que tu as utilisé dans le mémoire quand tu parles de tes différentes origines. Ça fait une sorte de tissage aussi. Tu me parles du passage où je dis, où je donne des exemples de quand est-ce que je suis kabyle, française, portugaise. Oui. En vrai, c'est l'un des passages que je préfère de mon mémoire. Enfin, pour moi, ça tisse les différentes nationalités, mais en fait, les différentes images que chaque chose représente aussi. Je me questionne et je questionne ce qui fait une identité et ce qui fait une origine. Qu'est-ce qui fait que je vais me ressentir française? Il y a ça, mais il y a aussi ton expérience dans la vie qui te raccroche à une de tes origines. Je suis kabyle quand je commande sauce algérienne. Ouais. Je suis portugaise quand je porte mon t-shirt, mon débardeur portugais 17. Mais du coup, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a vraiment des parties où tu associes vraiment à une origine particulière. Oui. Puis de la même manière que ça va aussi avec... comment est-ce qu'on est perçu? Oui. Il y a aussi cette question de la perception. Ouais, des autres vis-à-vis avec des autres. Ouais. Pour un premier... Il est magnifique. Il est un peu grossier. Est-ce que tu veux essayer de faire une lecture? Mais du coup, c'est hyper coupé, quoi. Ouais. Quand tu lis, il n'y a vraiment pas de suite. Pendant ces textes, le cri, chouette recommand. Mais il n'est pas difficile, dit petite, répond commandant. Par exemple, si je veux faire un exercice où je veux uniquement lire ce que je vois, mon cerveau va reconstituer automatiquement le mot. Même s'il me manque une lettre ou deux, je vois et je le devine et donc le mot sort. Et il y a aussi de ces choses de tiens. Oui. C'est assez intéressant de voir que malgré moi, aller au-delà, le dépasser. Ça conclut bien notre partie de l'atelier et on va pouvoir enchaîner sur la troisième partie. On apprend un peu plus justement sur la partie des lectures.
Merci Jasmine pour le petit atelier pratique et de nous avoir fait découvrir justement les liens avec les tissages, les mots. C'était super intéressant. J'aimerais bien justement que tu nous parles de cet aspect de la lecture dans ton travail, de comment il s'articule, si c'est vraiment éphémère, il faut être présent au moment même où tu lis, ou comment ça se passe. Dans mon travail, j'ai une pratique de l'écriture et de la poésie et de la lecture, née de ma pratique de l'écriture. Je lis pour les autres, comme ce que tu as vu au vernissage Art Humanité, où j'ai lu pour Cécile Normand, qui exposait une gravure, et j'ai lu un de ses textes. Et je lis pour moi, mais c'est des choses que je fais sur le moment même. Je ne retranscris pas en termes de vidéo. Jusqu'ici, je ne l'ai jamais fait. Une lecture est une lecture. Enfin, il n'y en aura jamais deux pareilles. Ouais, tu gardes ce côté unique à chaque lecture, même si ça peut être le même texte. Enfin, même si je le retravaille en continu, mais en fait, de toute façon, ça va avec aussi les aléas de la performance et du spectacle vivant, j'ai envie de dire, mais de la pratique de l'instant. Ça se dit pas, mais je vais le dire. Si ça va du corps, je pourrais pas refaire 2 fois la même chose. Est-ce que la période où tu as fait ton Erasmus, si je me trompe pas, où justement tu avais une discipline sur le théâtre. C'était en Belgique, c'était à Gand, à l'école de Casques, où je suis partie étudier le théâtre pendant un semestre. On a mené là-bas un travail de groupe. Je performe seule comme je performe en groupe. D'accord. J'adore travailler en collectif, j'adore travailler à plusieurs, même pour l'écriture, même pour plein de choses. Donc sur place, on avait travaillé pendant 6 semaines, si je dis pas de bêtises, avec une artiste. Et donc tout un groupe où on avait monté une pièce sur les béguines. Donc c'est religieux. En fait, les béguines, c'était des femmes organisées seules et entre elles. D'accord. Et qui vivaient dans des béguinages. Mais donc on a travaillé dans une église. Parce qu'en fait, il y a un béguinage à Gand. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a un grand, dans lequel on a travaillé pendant 6 semaines en immersion complète. Ça, c'était la plus longue expérience de création performative collective que j'ai pu mener. Est-ce qu'il y a eu des lectures? Est-ce que la pratique justement avec ce groupe, ça t'a permis d'expérimenter d'autres choses, même dans le lieu aussi, parce que du coup, si c'est une sorte d'église. C'est une église. Oui, donc tu as tout ce qui est Elle résonance. était encore, elle n'était pas, c'était une église et elle n'était pas désacralisée. L'œuvre finale, la pièce était dansée, surtout beaucoup, mais il y avait aussi du texte. Mais en fait, pendant les 6 semaines de recherche, on a beaucoup lu à voix haute. Avec ce groupe, on réfléchissait à comment travailler sur, parce que c'est un sujet qu'on découvrait tous, sauf l'artiste invitée qui est Brianna Fritz. On cherchait des moyens de lire sur le sujet de manière rapide et collective, parce qu'on n'avait pas non plus un temps immense. Mmh. Et donc j'ai proposé à ça un modèle de lecture collective qui est celui de l'arpentage. Est-ce que tu peux nous en dire plus? L'arpentage, c'est né dans les usines. Ah. C'est né dans les usines. D'accord, on fait le lien. En fait, tu prends un livre et tu vas casser l'objet livre, littéralement. Il faut le déchirer. Ok, genre t'enlèves la couverture, t'enlèves la couverture et en fait tu vas répartir donc section par section. Imaginons il y a 12 chapitres avec un groupe de 12 personnes, par exemple. Chacun va se répartir un chapitre et va lire ce texte et va approfondir sa recherche, etc. D'accord. Enfin, en tout cas, va le lire. Mais une personne, tout le monde ne lit pas le livre en entier. Chacun lit une partie, ce qui réduit le temps de lecture considérablement. Bah pour chacun. Et ensuite, il faut se réunir. En fait, chacun revient et donc chacun explique la partie qui a été lue. Et comme ça permet de remettre ensemble l'entièreté de la signification du livre. Pour réduire le temps du coup du livre et du coup de faire le travail. Pour réduire le temps et le coût. Parce qu'en fait, à ce moment-là aussi, tu n'achètes qu'un seul livre. Au lieu d'acheter 12 livres pour 12 personnes, t'en achètes un. T'en achètes un que tu sens. D'être plusieurs à comprendre peut-être même différemment les choses suivant les chapitres et à de le retranscrire aux autres. Là, du coup, il y a peut-être toute une autre lecture finalement qui s'en fait. Oui, donc autant la lecture, je la pratique seule et je lis mes propres textes. Je les performe aussi. Enfin, autant des fois, ça peut être vraiment une lecture de la page de mes yeux, de ma voix. Autant ça peut être aussi la question de l'apprentissage d'un texte. Mais donc là, il y a aussi de la notion de on quitte la zone de lecture ou pas.
Et puis collectivement, comment se faire, comment travailler à plusieurs. Enfin, il y a une forme aussi de s'approprier le texte de l'autre, de le comprendre, parce que je suppose que même pour le vernissage, du coup, pour Art et Humanité à Point Commun, tu as dû faire plusieurs lectures. Bah aussi comprendre le texte, voir de quoi il parlait, et après faire la lecture le jour J. Bah, j'ai dû le lire seule plusieurs fois, dans ma tête, à voix haute. On l'a travaillé avec Cécile. Ouais, pour voir aussi ce qu'elle en pensait. Ouais, et puis je l'ai lu in situ aussi, parce que c'est pas le même état de corps. La lecture la plus réussie, à mon sens, c'était celle du vernissage. J'étais aussi dans les conditions finales, entre guillemets. Je sais exactement à qui je m'adresse à ce moment-là. Enfin, de manière très concrète, puisque l'adresse est face à moi. Donc... Est-ce que c'est une pratique que tu souhaites garder à faire en collectif, même après le diplôme? Comment est-ce que tu vois ça? Je me vois bien pour tenter de garder, parce que l'école a quand même son avantage de collectivité directe et de pouvoir s'épanouir avec du monde en continu. Ouais. Tenter d'organiser juste des sortes d'ateliers, mais même pas forcément. Enfin, j'ai des amis avec qui je lis et avec qui on se lit des textes. Après, il y a aussi c'est courant que de voir des lectures dans des librairies, etc., ou d'autres lieux. Ça va se faire en fonction des possibilités et des contraintes et de ce que je veux mettre en place. Si par exemple, j'ai toujours en tête de continuer à essayer des choses et des pratiques et des objets et des médiums. Et pour ça, le système des ateliers, d'organiser un atelier, c'est super, je trouve. Enfin, j'aime bien ce sens-là on se donne un rendez-vous. Ouais, et il n'y a pas forcément une personne qui maîtrise le sujet. On a déjà fait un atelier zine une fois de fanzine avec des amis. Personne n'a besoin d'être le grand chef des fanzines et de savoir comment ça fonctionne, mais du coup c'est aussi juste découvrir à ce moment-là une pratique et de pouvoir faire des choses. Et la lecture, c'est pareil. Si à un moment donné je veux pouvoir lire des choses ou entendre des lectures, on peut aussi se donner des rendez-vous. Après, ça file un peu entre les doigts parfois. Oui, mais c'est justement le côté du collectif ou de la relation que tu... L'art est social. Oui. Et en fait, je vois pas de monde où l'art social ne se fait pas à plusieurs. Ensemble, oui. Que ce soit autant mon cercle à moi, direct, de proches, que le territoire sur lequel je m'inscris, tout ce qui en découle. Ouais. Que le reste. Le reste du monde. Non, mais le petit territoire et le grand, mais... C'est un peu tes plans pour la suite, de retrouver un esprit avec un atelier similaire, ce qu'on peut trouver justement à l'école. Ce qu'on peut trouver à l'école, ce qui est parfaitement flou, du post-école. Il y a organiser des ateliers pratiques, mais il y a il y a l'espace. Il y a aussi la question de où est-ce que je vais pouvoir continuer à maintenir une pratique. En tout cas, une réponse compliquée. Les choses se mettent en place, j'espère. Je vous invite à suivre Jasmine-Cedrati Lopez sur les réseaux sociaux et à suivre notre page YouTube Les Initiés. Merci à vous.